Amis Gunners, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos têtes et dans vos cœurs, c'est le plus important, surtout si vous avez le cœur avec le badge d'Arsenal. Moi ça va, ça va vite fait, là on est le samedi 18 juillet, les demi-finales de Coupe du Monde se sont pas du tout passées comme je pensais, enfin si, le France-Espagne s'est passé comme je pensais. Je vous avais dit, l'Espagne trop forte collectivement, trop forte tactiquement, un cran au-dessus des Bleus, il n'y avait rien à dire. Vous inquiétez pas, la France, l'avenir est radieux, Olysée sera dans son prime en 2030, Saliba pareil, Upamecano pareil, il y aura Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Cherki, il y a les groupies qui vont arriver, on sera sous Zizou. Vous inquiétez pas, j'ai vu des petits fans de l'équipe de France pleurer dans les tribunes, bien sûr, c'est un de leurs premiers traumatismes. Moi j'ai connu 2006, j'ai connu 2016 à la fanzone à la Tour Eiffel, j'en ai pleuré. Donc c'est la vie les gars, vous inquiétez pas, ça va tourner, il faut savoir ruminer la défaite pour pouvoir savourer les victoires. Gros big up à Didier Deschamps quand même pour tout ce qu'il a fait. J'étais un de ses premiers détracteurs. J'ai bien retourné ma veste. Il a emmené cette équipe sur le toit du monde. Il a remodelé totalement cet effectif pour en faire un effectif de gagnant. On est une des meilleures équipes du monde maintenant. Et il passe le flambeau à Zidane dans les meilleures conditions. Donc franchement, mon respect monsieur Deschamps. Merci pour tout. Un peu déçu du match bien sûr, mais pas plus déçu que le match de l'Angleterre où Thomas Tuchel, j'espère vraiment qu'il s'est excusé auprès de sa fédération et auprès de ses joueurs parce que c'est un scandale ce qu'il a fait. C'est un scandale ce qu'il a fait pour moi. Je suis désolé, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Quand t'as pas Gabriel, Timber, Saliba derrière, mais non, même si t'as ces joueurs-là, arrêter de jouer à la 65e minute de jeu comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Je comprends pas. Il avait le match en main, il avait enfin marqué. S'il avait fait des changements en faisant rentrer Rashford, en faisant rentrer Saka pour jouer la contre-attaque, j'aurais compris. Même s'il était passé à 3 derrière, avec les pistons un peu plus haut, Spence James, ça va vite. Si autour d'Harry Kane, t'aurais laissé Bellingham au milieu qui peut faire la navette lui pendant 90 minutes sans aucun souci. Tu laisses un Elliot Anderson ou un Declan Rice si tu veux gagner à côté de lui et autour de Kane tu mets un Saka, tu mets un Rashford, tu mets un autre joueur très rapide en contre-attaquant pour faire mal à l'Argentine parce que l'Argentine c'est sûr qu'ils allaient aller haut pour égaliser mais non, il s'est fait caca dessus, il a reculé et mon gars c'était Johnston Smart Gay, hein, c'était pas Saliba Gabriel. Donc forcément ça tient pas. Et du coup Espagne-Argentine en finale de Coupe du Monde, l'Espagne et mon dernier espoir, Zubimendi, Merino, Yamal, tout ça vous êtes mes derniers espoirs, j'aurais jamais cru lâcher mes derniers espoirs dans Rodri, mais voilà. Je préfère même que l'Espagne soit championne du monde plutôt que l'Argentine, tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, regardez ce qui s'est passé avec iShow Speed, ce qui s'était passé en 2022, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Donc voilà, vamos España pour dimanche, le match d'aujourd'hui de la 3ème place, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout tous. Moi, le seul truc où je m'en fous pas, c'est Saliba, du coup, qu'on reverra pas avant 2027. Ça me fait mal quand même, mais qu'ils prennent le temps de se reposer comme il faut et il nous reviendra bien notre William Saliba qui prenne son temps pour revenir. On a du backup derrière, il y a un autre central qui va arriver pour combler tout ça, donc je me fais pas de soucis, j'ai confiance au club pour gérer cette blessure comme il le faut. Actualité d'Arsenal, bienvenue à Christos Zolis, enfin. Moi personnellement je suis assez hypé par le joueur, un mini Trossard plus jeune, un peu plus rapide, avec des grosses stats, 22 buts, 29 passes décisives, je le rappelle aux détracteurs qui voulaient voir Vinicius ou je ne sais quoi. Les gars, dans un effectif, il n'y a pas que des stars. Moi j'ai connu le Real Madrid des Galactiques, Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, Gravesen, Hierro, Salgado, Roberto Carlos, Casillas, tout ce que vous voulez, ça a quasiment rien gagné. Je ne sais même pas si ça prend une Ligue des Champions. Donc c'est pas une somme d'individualité qui fait que vous allez gagner. Regardez ce qui s'est passé avec l'équipe de France face à l'Espagne. L'Espagne, sur le papier, est moins forte que l'équipe de France, mais une somme d'individualité, ça bat jamais un collectif bien huilé, fort, qui se connaît bien, qui s'entraide bien. Et c'est ça qu'Arteta est en train de construire à Arsenal.
Donc vous inquiétez pas, je suis quasiment sûr que Zolis va bien performer à Arsenal. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en Arteta, c'est lui qui a choisi le joueur. Donc vous inquiétez pas, en plus il y a le chef du recrutement là d'Arsenal qui a changé, c'est celui qui avait découvert Gbara en Géorgie ou je ne sais où avant d'aller à Naples. Donc faites confiance un petit peu, faites confiance à votre club. Soyez pas dans la culture de l'instant. Zolis et un Gunners, bienvenue. On va te laisser le temps qu'il te faudra pour t'acclimater et je suis sûr que tu vas nous gagner des points et nous faire gagner des titres comme Trossard l'a fait. Donc le sujet de cette vidéo, le thème de cette vidéo, je l'ai appelé à la croisée des chemins pour Arsenal, pour une simple et bonne raison. Arsenal a 2 chemins devant lui. Au milieu, il y a le titre de Première Ligue qu'on vient d'avoir et la finale de Ligue des Champions qu'on vient d'avoir. Sur le côté gauche, il y a la dynastie. Ça veut dire que là, c'est un mercato pivot pour Arsenal pour prendre de l'avance sur ses concurrents, je vais m'expliquer après, et avoir peut-être 1 an ou 2 d'avance et glaner des titres pendant ce temps-là pour le temps que les concurrents grappillent un petit peu le retard sur Arsenal. Ou le deuxième chemin, au final c'était un épiphénomène, c'était juste une saison exceptionnelle. Les joueurs apprennent rien de cette saison, refont les mêmes erreurs qui ont été faites depuis les 10-20 dernières années en février, mars, avril, mai et juin. Et s'il y a compétition en juin. Et du coup, on se rebat pour le top 4, on n'est qu'à en faire valoir dans la course au titre. On regarde City, United, Liverpool se partager les titres encore pour une dizaine ou une quinzaine d'années. Le projet Arteta meurt au bout de 2 ou 3 ans. Saliba, Rice, tout le monde part d'ici 2 ou 3 ans. Et on doit recommencer un nouveau cycle. Bien sûr, j'espère que c'est pas ce qui va se passer. Je suis convaincu que c'est pas ce qui va se passer. On va aller du côté de la dynastie. Et ce que j'entends par dynastie, c'est pas que dans les 10 prochaines années, Arsenal va gagner 10 titres de champion d'Angleterre. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que sur les 10 prochaines années, Arsenal va tout le temps se battre pour le top 2. Et Arsenal va peut-être gagner 5 titres de champion d'Angleterre. Et en Europe, ils vont pas gagner 10 Ligues des Champions. Il faut déjà qu'ils en gagnent une. Mais peut-être qu'ils vont gagner 2, voire 3 Ligues des Champions sur les 10 prochaines années. C'est vraiment que ça va devenir un acteur majeur du football anglais, du football européen et du football mondial. Ça va devenir la meilleure équipe anglaise, la référence anglaise, et puis sur le football européen, ça fait demi-finale de Ligue des Champions quasiment toutes les années. Voilà ce que j'entends par dynastie, ce qui n'a pas été fait en fait pendant 20 ans. Et là, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de fort pour Arsenal. C'est pour ça que je vous avais dit, ne laissez pas prendre ce titre de champion d'Angleterre. Parce que une fois que ce club aura goûté à la victoire, ce sera difficile de l'arrêter. Pourquoi je dis ça ? Parce que les concurrents sont en perte de vitesse ou en phase de transition. Manchester City, nouveau coach, ils ont essayé de prendre un chauve pour garder la culture Pep Guardiola, etc. Mais saison de transition, forcément, nouveau coach. Renouvellement d'effectifs, Savigno, là j'ai vu qu'il allait partir à Tottenham, 76 millions d'euros. Ça n'a pas marché, ça a floppé. Bernardo Silva est parti. Rodri, sur toute une saison, est quand même sur une pente descendante. Les John Stones, qui va partir, il me semble aussi. Ruben Dias, je sais pas si Ake est encore là. Voilà, tous ces joueurs-là, ça arrive sur la fin de cycle. Il y a des Marmouches, par exemple, qui n'a pas réussi à s'imposer. Il y a des Reinders qui sont meilleurs que Bellingham. Non mais les gars, Reinders c'est meilleur que Bellingham à la finition. Non mais vous allez être choqués. Non mais vraiment, mais Bellingham, mais c'est un épiphénomène. Non, les gars, arrêtez votre mauvaise foi. Reinders sera jamais la moitié du joueur que Bellingham est, parce qu'il faut pas entendre franchement quelquefois, juste pour aller à l'encontre de l'opinion publique. Enfin bref, Reinders ça a pas du tout marché à City non plus. Nico Gonzalez a du mal à s'imposer aussi dans ce milieu à Manchester City. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Ils ont claqué 250 millions d'euros sur 2 milieux, Elliot Anderson et Boadi. Je pense pas que, en tout cas à l'instant T, c'est pas du niveau d'un De Bruyne, d'un Yaya Touré, même d'un Bernardo Silva, les grandes années de Bernardo Silva, d'un David Silva. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Peut-être qu'ils peuvent arriver à ce niveau, je dis pas. À l'instant T, c'est pas le cas. On a vu Boadi que c'était très compliqué face à Koné et Rabiot. Ça va être des milieux comme ça quasiment toute la saison en première ligue.
Donc à lui de s'acclimater, à lui de trouver le niveau. Mais voilà, j'ai dit c'est à lui de trouver cette phase de croisière, ce rythme de croisière. Mais en attendant, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Et Arsenal aura peut-être le temps de se distancer un petit peu de Manchester City au fur et à mesure de la saison, le temps que City trouve son rythme de croisière. Je pense quand même qu'ils vont se mêler à la course au titre, parce que culture de la gagne de Pep Guardiola, parce que Money City, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont un pays derrière eux, malgré 115 ou 116 charges, il va jamais rien leur arriver, les gars, moi j'ai arrêté d'y croire, il va jamais rien leur arriver, ils sont intouchables, ils ont l'immunité, donc voilà. Mais en tout cas, je pense qu'Arsenal part avec une longueur d'avance par rapport à Manchester City, par rapport à Liverpool aussi, nouveau coach, out Arne Slot. La base est plus forte à Liverpool parce que le mercato dernier a été excellent. Ça a mis du temps à se mettre en place. Moi je suis convaincu que les recrues sont bonnes, il faut juste que ça prenne. Un peu de pression sur Iraola aussi parce qu'il vient de Bournemouth. Pas le même vestiaire, pas les mêmes égos. Il est tombé à la bonne place parce que Liverpool, on laisse le temps au manager de s'acclimater, de mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place, de faire venir les joueurs qu'il a envie de faire venir. Petite inquiétude, je sais pas si ça va être une inquiétude, mais en défense centrale, le départ de Konaté quand même s'il a été le déclassement de Konaté, je ne l'ai pas du tout vu venir. 4e défenseur en équipe de France, plus du tout en odeur de sainteté à Liverpool. On va voir ce que ça va donner du côté du Real, peut-être qu'il a besoin d'un nouvel air. Et Jacquet qui arrive, très bon prospect, mais à voir s'il pourra tout de suite se mettre au niveau de la première ligue. Donc peut-être que ça va mettre un petit peu de temps aussi, mais l'effectif est plus fort pour moi que celui de Manchester City. Ils vont bien sûr se mêler à la course au titre. Et pour moi, ça va être les principaux rivaux d'Arsenal l'an prochain avec Manchester United. Je crois beaucoup en cet effectif, je trouve qu'il est bien construit, il y a de la cohérence. Carrick, ils ont trouvé enfin un coach qui a de la cohérence tactique par rapport à son effectif, ce qui n'était pas le cas avec Amorim. Sheshko, je continue à penser que ça va être un neuf, très bon neuf, élite je sais pas, mais très bon neuf dans les prochaines années et ça va commencer l'an prochain. Un peu comme Gyökeres a dit qu'il visait les 40 buts l'an prochain après une saison d'acclimatation, il l'a dit, il a fallu s'acclimater avec la Première Ligue, les défenseurs de Première Ligue, c'est pas les défenseurs de Super League portugaise. Je pense que c'est la même chose pour Sesco, mais là ils ont dû prendre de l'expérience pendant cette première année, et avec les Mbeumo, les Cunha, les Meynou, les Fernandez, tout ça, Tillmans, très belle prise, André Santos, très belle prise aussi. Je pense vraiment que ça va se mêler à la course au titre, et comme Liverpool, comme Manchester City, ils ont cette culture de la gagne. C'est des clubs où quand ils sont menés 2-0 à la 70e, tu sais qu'ils vont revenir par on ne sait quel moyen, mais tu sais qu'ils vont revenir au moins à 2-2 et peut-être même à 3-2. Donc c'est pour ça que moi je crois quand même pas mal à Manchester United l'an prochain. Je pense que ces trois clubs vont être les principaux prétendants au titre et à la couronne détenue par Arsenal. Donc les autres clubs dont j'ai envie de parler, c'est Chelsea. Chelsea avec un top manager qui arrive. Xabi Alonso, je continue à penser que le Real Madrid a fait une grosse erreur en laissant partir Xabi Alonso. Mais bon, ça le temps nous le dira, mais en tout cas il atterrit à Chelsea. Je pense qu'il doit être un petit peu amer quand il a vu que Slot s'est fait virer. Xabi Alonso à Liverpool, ça aura comme un sacré flow avec le pedigree qu'il a eu là-bas. Mais bon, il se retrouve à Chelsea, mais à Chelsea il y a énormément de boulot. Le gardien, moi j'ai jamais été convaincu par Robert Sanchez. La défense, c'est un gros souci depuis des années à Chelsea. Fofana, il arrive en fin de cycle. Les Badiachil, les Disasi, tout ça, ça me convainc pas. Il perd Cucurella. Cucurella, on voit à la Coupe du Monde que c'est un top arrière-gauche. On adore le détester. Mais il est top 3 mondiaux au poste d'arrière-gauche. Il n'est pas 3ème. Ça se bat pour moi avec Nuno Mendes selon les périodes. Le milieu de Chelsea est pas mal, mais ils perdent André Santos. Moi, ça me gêne un petit peu, surtout qu'ils ont voulu le remplacer par Granit Xhaka en 2026. Je sais que Xabi Alonso l'a eu à Leverkusen, etc. Bon, quand même, on est en 2026. Le temps, il passe et Xhaka, il est bientôt retraité. Donc, laisse-le tranquille finir sa carrière à Leverkusen. Et ramène du lourd parce que Enzo Fernandez veut partir. Caicedo, toujours là, il est toujours à un top niveau.
Et l'attaque, bon, moi j'ai jamais été un grand fan de Cole Palmer, mais bon, ça reste un bon joueur. Il y a toujours les Garnacho, etc. Donc voilà, l'effectif est toujours un petit peu bordélique. Gusto apparemment est en partance pour City, je sais pas si c'est fait. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se décompter après la Coupe du Monde de toute façon. Mais je pense que sur 38 journées, ils vont avoir du mal à être concurrent sérieux au titre. Chelsea, je pense que ça peut s'essouffler au fur et à mesure de la saison. Mais ils vont sécuriser un top 4, top 6 sûr, un top 4 je pense, qui peuvent le sécuriser, top 4, top 5, top 6 plutôt, top 6. Et une autre équipe qui va sécuriser plutôt le top 6, top 8, pour moi c'est Tottenham, qui fait un gros mercato, pas mal. Tonali, Fernandes, là Savigno, moi je trouve que c'est un peu cher, mais moi je continue à penser que c'est un bon joueur Savigno. Et ça va pas marcher à City, ça va peut-être marcher à un autre endroit. Ce qui me gêne un petit peu, c'est toujours ce poste de gardien. Je sais pas s'il est parti Pedro Porro, mais ça va leur faire du mal, un peu comme Cucurella à Chelsea. C'est un top latéral, donc ça va leur faire du mal s'il part. Vuskovic, je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé partir. Ça c'est un mystère pour moi. Van Eke c'est bien, mais Vuskovic c'est très très bien quand même. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont laisser partir Bergwall aussi. Madison, comment il va revenir après sa saison blanche, les Kudus, les Xavi Simons, les Richarlison, etc. Les Matistel, est-ce que ça va réussir à réenclencher le niveau supérieur après une saison très très compliquée? Moi j'avoue que on était à ça quand même de voir Arsenal champion et Tottenham descendre, ça aurait été exceptionnel pour nous les fans d'Arsenal, mais bon. On a nos 6 points garantis au moins l'année prochaine, donc c'est cool, mais bon, je pense quand même qu'ils vont pas rejouer le maintien, mais ils vont sécuriser un top 8, mais pas plus haut. Je pense pas qu'en plus il n'y a pas de la culture de la gagne à Tottenham. Je sais que vous allez venir m'embêter, oui, mais Tottenham ils ont un titre européen et pas Arsenal, etc. Ouais, mais à part ça, vous avez quoi à lire? On est d'accord. Il y a d'autres petites équipes qui vont venir mettre leur grain de sel, notamment pendant les confrontations face aux gros, les Aston Villa, les Bournemouth, les Brentford, des équipes que je respecte, des fortes équipes, mais je pense pas que ça ira se mêler à la course au titre. On a vu avec Aston Villa, moi j'y croyais un moment, mais dans des petits matchs entre guillemets, face au Bournemouth, face au Brentford, face au Fulham, etc., ça se fait accrocher, des matchs nuls, ça perd des matchs contre Everton, etc., à domicile. Donc je pense pas qu'ils aient les individualités. Attention à Aston Villa d'ailleurs, Rodgers ça a l'air d'être chaud à Arsenal, de pas perdre trop de joueurs, Tillmans, Rodgers, Arsenal est intéressé par Konsa, je vois pas Aston Villa lâcher 2 de ses meilleurs joueurs à Arsenal, je pense pas que ça va se faire. Mais attention parce qu'ils ont besoin de vendre, mais quand ils vont racheter, il faut que ce soit cohérent pour combler les manques et à faire amener des joueurs de qualité qui fitent vraiment au système d'Unai Emery pour pouvoir continuer à prétendre à ce top 6, top 8 comme je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc voilà pour les concurrents. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que le dénominateur commun qu'il y a entre tous les concurrents, c'est que c'est quasiment pour tous une saison de transition. À part pour Liverpool, c'est une saison de renouveau peut-être, et peut-être Manchester United aussi, mais sinon c'est une saison de transition. Arsenal, où on en est nous, le projet il est mature, le projet Arteta il est clair, il a été titré, ça y est, enfin. Ne négligez pas ça, ne négligez pas le fait qu'Arsenal ait gagné. Si vous suivez la NBA, il y a souvent ce discours de une fois qu'on est allé en finale ou une fois qu'on est allé jusqu'au titre NBA, on connaît la route pour y retourner. On a cette expérience de comment gérer une saison, comment ce match de playoff, ok on a perdu le game 1, mais sur le game 3, on sait exactement dans quel match emmener l'équipe pour le gagner et faire tourner la série, etc. Là c'est exactement ce que j'attends d'Arsenal. Ils ont gagné, ça y est, ils ont cette expérience, ils savent où ils ont fauté dans la saison, Wolverhampton, Brentford, Bournemouth, des matchs qu'ils auraient dû gagner ou gagner pour certains, Wolverhampton, Brentford, ou à minima ne pas perdre, Bournemouth à domicile. Le match à l'Etihad qu'ils ont perdu aussi, qu'ils auraient dû au moins ne pas perdre. Donc voilà, ils savent où se trouvent les moments pivots d'une saison, et je compte sur eux, sur Arteta, mais surtout sur les joueurs, pour se dire bon, là, City a fait match nul, Liverpool a perdu, United a fait match nul. Là, c'est un moment charnière, même si on n'est qu'en octobre, pour prendre 3 points, pour prendre 4 points d'avance. Il faut qu'on gagne le prochain match, même si c'est une victoire dégueulasse à la 90e minute sur un but de Gabriel, détourné sur corner, sur coup de pied arrêté, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut gagner ce match. C'est cette expérience que j'attends de la part d'Arsenal, et je sais qu'ils sont capables de le faire. Je sais qu'Arteta est capable de leur insuffler ça.
Et maintenant ils ont le cœur du champion. Et j'attends d'eux qu'ils se comportent comme des champions. Et j'attends d'Arteta qui se comporte comme un champion. Notamment parce qu'il a sa base de joueurs qu'il veut. Maintenant c'est que des joueurs made in Arteta. Ce que j'appelle made in Arteta, c'est qui fit dans le système d'Arteta selon lui. Mais le jeu, Michael, le jeu. Alors, j'étais le premier à dire que oui, ça me faisait rire quand il y avait des matchs gagnés 1-0. C'est sûr que quand tu gagnes 1-0 sur un coup de pied arrêté et que ça fait rager tout le monde sur Twitter, c'est marrant. C'est marrant. Oui, ok, c'est marrant. Mais en attendant, c'est relou. C'est relou, moi je veux plus voir ça l'année prochaine, ou alors pas autant. On peut pas gagner sur ça. On peut pas se permettre l'année prochaine de partir à l'Emirates face à Fulham, de marquer à la 65e, de faire comme Thomas Tuchel, de faire des changements et de mettre le bus à partir de la 70e et de trembler jusqu'à la 95e face à Fulham à domicile. Ça, je veux plus voir ça. Je veux de l'allant offensif. Nickel. T'as une défense solide, tu l'as. T'as un back 5 là, avec Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Nkapie ou Calafiori, un des meilleurs d'Europe. Si on ajoute Rice et Guimarães, il n'y a pas beaucoup d'équipes européennes qui peuvent nous regarder dans les yeux de ce côté-là du terrain. Maintenant, devant, donne de l'allant offensif à tes joueurs, parce que les joueurs offensifs sont trop bridés. Saka se retrouve ici. Martinelli se retrouve là. Gyökeres en point de pivot ici. Il n'y a que Rice et Odegaard qui ont le droit un petit peu de se balader, mais sinon, c'est trop statique. Ce jeu de position devant ne fonctionne pas. C'est trop stéréotypé. Les joueurs sont bridés. On sent que Saka manque de créativité et on a l'impression qu'il n'a plus le droit de dribbler. On n'a plus l'impression que c'est le même joueur qu'il y a 3-4 ans. Donc il y a les blessures qui sont passées par là, mais même je suis sûr que le système joue. Donc libère tes joueurs, s'il te plaît, Michael. Libère-les. Va plus vers l'avant. Je suis sûr qu'en plus ça va te ramener des points, parce que si tu ajoutes à ça la force sur coup de pied arrêté, Arsenal va devenir très compliqué à jouer, parce que les équipes vont se faire marteler. Et là où contre un City, contre un Liverpool, contre un Bayern, contre un PSG, tu fais une faute à 40 mètres, coup franc, ou tu concèdes un corner, c'est une petite respiration. Là, face à Arsenal, tu te dis mince, on a un corner, on a concédé un corner, on a concédé un coup franc. Il faut qu'on soit encore plus vigilant. Et du coup, pendant 90 minutes, ça peut rentrer dans la tête de l'adversaire et faire des sautes de concentration et faire sauter le verrou. Mais pour ça, il faut de l'allant offensif. Il faut lâcher les chevaux. Fais confiance à tes joueurs, fais confiance à tes défenseurs, en faisant confiance également à tes attaquants, en mettant plus d'allant offensif à ton équipe. Et j'espère que l'ajout des joueurs offensifs, ça va donner ces talents dont Arsenal a besoin pour se comporter vraiment en champion, avoir des victoires de champion et faire une autre saison de champion pour aller chercher ce back-to-back. Les deux derniers points dont je parlais au niveau du jeu de Mikel Arteta, c'est les deuxièmes mi-temps. Les grandes équipes sont fortes en deuxième mi-temps. C'est la chose qui m'a le plus impressionné avec le Manchester City de Pep Guardiola, c'est que pendant 45 minutes, t'es là, tu tiens, t'es à 0-0 ou tu perds 1-0, mais tu sens qu'il y a moyen, ils sont pas très bien, il y a des erreurs techniques, etc. T'arrives en deuxième mi-temps, tu te manges une déflagration pendant 20 minutes, tu te retrouves à 4-0 ou à 4-1 et tu sais que le match il est fini. Arsenal a commencé à faire ça en début de saison dernière, mais ils l'ont pas assez fait. Si vous voulez un exemple parfait, c'est la deuxième mi-temps d'Arsenal face à Aston Villa. Ça a été un statement pour moi et c'est ça qu'il faut qu'ils fassent à chaque match. Ça veut dire que tu arrives, à la limite tu jauges un petit peu l'équipe en première mi-temps. Si tu peux mettre un ou deux buts, tant mieux. Mais en deuxième mi-temps, tu leur mets la tête sous l'eau. Tu leur mets la tête dans l'entonnoir, tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que se comportent les champions. Le Real Madrid, Manchester City, le Barça, le Bayern. C'est toutes des équipes qui sont encore plus fortes en deuxième mi-temps. Et je suis sûr que c'est ce que va proposer Arsenal. Donc ça, c'est les joueurs qui doivent stepper de niveau en deuxième mi-temps. Et c'est Mikel Arteta qui doit comprendre ce qui se passe tactiquement pour faire les petits ajustements, pour faire sauter les verrous, tous les verrous adverses. J'ai confiance, pareil, dans les joueurs, dans l'équipe, dans le staff, pour que ça se réalise. Et le dernier point dont je veux parler, c'est les fins de saison. Moi, je suis Arsenal depuis 2008. Et le dénominateur commun, c'est qu'à chaque fois, en février, mars, ça s'écroule.
ça s'écroule physiquement ou ça s'écroule mentalement. L'an dernier, ça s'est pas écroulé mentalement, notamment grâce à Eberechi Eze qui allait voir Arteta pour lui dire arrête de nous faire des triples séances après une défaite, laisse-nous un petit peu plus de repos. Comme ça, on pourra rebondir, on aura la tête plus fraîche, les jambes plus fraîches et faire une fin de saison, la fin de saison qu'ils ont fait. Mais ça s'est écroulé physiquement, et notamment parce que Mikel Arteta n'a pas fait assez tourner son effectif. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi il a autant de mal à faire tourner son effectif. Pourtant, il a les joueurs dans les mains, mais il crame Odegaard. Là, on voit qu'il a cramé Saliba, il a cramé Rice, il a cramé tellement de joueurs, il a cramé Saka. Fais confiance à ton effectif. Mets-les sur le banc, au pire, tu les fais rentrer si ça se passe mal, mais fais confiance à ton effectif. Et comme ça, en fin de saison, tu auras un allant dans ce sprint final qu'Arsenal n'a quasiment jamais eu. Parce que l'an dernier, ils ont eu de la baraka quand même, mais il n'y a pas eu ces talents dans le sprint final. Au contraire, ça s'est délité au fur et à mesure des semaines. Mais je compte vraiment sur Mikel Arteta du coup pour se mettre dans la tête de faire tourner son effectif et de les préparer physiquement aussi pour être fort en fin de saison. Voilà pour moi les points importants pour Arsenal pour réaliser le back-to-back et aller vers d'autres titres de Première Ligue dans les prochaines années. Maintenant, ça se passe aussi au niveau de ce mercato. Ce mercato est très important, justement, pour garder cette longueur d'avance qu'Arsenal a par rapport à ses concurrents. Le poste de gardien, Ilan Meslier, il est venu pour être 3ème gardien. Je pense qu'on va garder Kepa. Moi, ça me va, comme ça. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet au poste de défenseur central, du coup. Apparemment, il y a un défenseur central qui va venir. Ça va pas forcément être contre ça, mais il y a un défenseur central qui va venir pour pallier au moins à l'absence de William Saliba. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je comptais quand même vendre Ben White, parce que pour moi, il est en fin de cycle, Ben White. Mais le club pense du coup, avec la blessure de Saliba, garder Ben White. Je trouve qu'il est un petit peu injury prone quand même. Mais du coup, c'est des cas de force majeure, malheureusement, ce qui se passe avec William Saliba. Bruno Guimaraes, j'espère vraiment que ça va se faire parce que ça apporterait une qualité incroyable au milieu de terrain à Arsenal. Je vous ai dit, le double pivot Rice-Guimaraes, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient rivaliser avec ça. Donc moi je stream beaucoup ce milieu de terrain. Il y a le poste de 10 qui est encore un petit peu discuté dans la fanbase, mais quand j'ai vu la Coupe du Monde d'Odegaard, moi ça m'a rassuré. Il va se reposer physiquement, mentalement, et je suis sûr qu'il va revenir au niveau qui était le sien. J'ai confiance en lui et j'ai confiance en Arteta. C'est notre capitaine, c'est notre symbole. Il faut qu'il reste. Le poste d'ailier gauche va être totalement reshuffle du coup avec Zolis qui est arrivé, Trossard qui est parti, Martinelli qui va sûrement partir, et Rodgers apparemment ça s'accélère vraiment maintenant que l'Angleterre a été sortie de la Coupe du Monde. Ça va se faire visiblement. 100 millions, je trouve ça cher, mais bon, c'est le marché actuel. Et attaquant, apparemment, Arsenal est vraiment chaud sur Julian Alvarez. Je suis pas convaincu, moi, par ce joueur, que c'est le joueur qui va vraiment faire stepper Arsenal vers une autre catégorie, surtout s'ils perdent Victor Gyökeres en contrepartie. Je pense vraiment qu'Arsenal a besoin de Gyökeres, donc s'il y a Alvarez et Gyökeres, pourquoi pas. S'il y a Alvarez et qu'on perd Gyökeres, pour moi, ça serait une erreur. Pour moi, ce serait une grosse erreur. On verra ce que le club fait, c'est que des rumeurs. Moi, je pense que le joueur... le joueur veut clairement aller à Barcelone, qu'il y aille. Moi en plus j'ai pas envie d'un joueur qui a pas réellement envie d'être au club. Donc qu'il aille à Barcelone tranquillement. Et il le mérite, hein. Franchement, je comprends qu'il ait envie de rester en Espagne, tout ça, c'est un top attaquant. Mais c'est juste, je pense pas que ce soit un attaquant type Haaland qui peut te changer ton équipe. Donc voilà. Au niveau des ventes, moi je vous ai dit White, Norgard, je pense que ça sert à rien de garder un joueur pour ne pas le faire jouer, à part si Arteta a une illumination et se rappelle qu'il est là. Mais sinon, Norgard, il faut par respect le faire partir. Kai Havertz, moi ça me fait mal au cœur, mais pour moi, surtout s'il y a un attaquant qui arrive, Alvarez ou Kroupi, appelle-moi Bertin, hein, si tu veux, je te fais les éloges de Kroupi tous les jours. Mais du coup, il faut une grosse vente et ça serait pour moi Kai Havertz. Ça me fait mal au cœur parce qu'il a été décisif. Il est décisif partout où il est allé. Et c'est un top mec en plus. C'est vraiment un top gars. Mais bon, au bout d'un moment, je vous ai dit, plus de sentiments. Il y a la réalité du marché. Je suis sûr qu'il a une valeur en plus.
Donc moi je me séparais de Kai Havertz, de Gabriel Jesus aussi. Simplement trop blessé, puis il arrive en fin de cycle aussi. Je pense à Arsenal, il y a le Milan AC qui est intéressé, donc pour une petite vingtaine de millions d'euros, je pense que ça serait faire. Comme vente de Gabriel Jesus, et du coup Martinelli aussi. Pareil, autour de 40-50 millions d'euros. 40-50 millions d'euros, ça serait pas mal pour Martinelli. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, non, mais Martinelli, 60, 70 millions, 80 millions, déjà, il n'a pas performé. Et de deux, il lui reste un an de contrat, les gars. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est pas Football Manager, c'est pas FIFA, le vrai marché des transferts. Si on s'en tire déjà à 40-50 millions d'euros, ça serait pas mal pour Martinelli. Donc on attend de voir, mais ça a l'air d'être les joueurs qui vont partir. Et je pense qu'avec cette fenêtre des transferts, on garderait cette avance, voire même on la creuserait sur certains postes, notamment le poste d'ailier gauche qui deviendrait un atout, qui était avant une faiblesse pour Arsenal. Et je suis sûr du coup qu'on irait du côté de la dynastie pour Arsenal. Et voilà, moi je crois vraiment qu'on est à un été charnière. Je pense que Bertha, je pense qu'Arteta, je pense que tout le staff va le faire. Et je pense qu'on a, en tant que fan d'Arsenal, de belles années à venir. Je vous le dis face caméra, je suis vraiment confiant pour la suite. Et j'espère que vous, fans d'Arsenal, vous vous sentez comme moi. Arrêtez d'être pessimiste en disant oui, c'est encore rien passé, etc. Les gars, on est en juillet, faites votre bilan au 2 septembre. Mais là, pour l'instant, laissez le marché se faire, laissez la Coupe du Monde passer. Et vous inquiétez pas, les choses vont s'accélérer. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes fan d'Arsenal ou pas. Si vous êtes fan des autres clubs de Première Ligue aussi, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit de vos clubs dans les clubs concurrents, si vous y êtes. Si vous êtes Coventry, désolé, vous y étiez pas. Likez, partagez la vidéo, tout ça vous connaissez. C'était l'Arsenalien pour vous servir. Et n'oubliez pas, England is red.